Bienvenue. Bonjour. Alors la question que certains se posent, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Je ne savais pas qu'il y avait un avis de recherche, Ah sinon si, je me serais rendu. vous n'êtes pas assez présent sur les réseaux sociaux, monsieur le sénateur. Ça n'a jamais été ma force. Ça fait 22 ans que je fais de la politique et que je préfère privilégier l'efficacité que, je dirais, les paroles. Sinon, je ne serais pas élu à l'abattoir pendant toutes ces années-là. Donc, je préfère l'efficacité, même si les gens ne me voyaient pas. Cela ne veut pas dire que je n'agissais pas. Regardez tout simplement les comptes rendus analytiques du Sénat et vous verrez régulièrement que j'interviens pour Mayotte et que je pose des questions au gouvernement. J'ai fait des amendements avec mon ami Tani et on travaille et que je pense que c'est ça aussi l'efficacité. Alors les blocages persistent, les forces vives sont divisées, l'économie est en souffrance et la population vit confinée depuis un peu plus d'un mois maintenant. Est-ce que vous appelez aujourd'hui à la levée des barrages? Tout d'abord, je voudrais faire une mise au point. Pour moi, la sécurité n'est pas négociable. Et quand vous regardez bien, on a souvent tendance à accuser les élus locaux en disant qu'ils ne font rien. Mais quand vous regardez bien ce qui se passe à Mayotte, ce sont les missions régaliennes de l'État qui ne fonctionnent pas. La sécurité, ce n'est pas une mission, je dirais, des élus locaux. Les frontières, la garde des frontières non plus. Donc, on fait souvent un mauvais procès aux élus, je dirais, locaux, alors que ce ne sont pas leurs missions. Aujourd'hui, on en est là. On oublie parfois, ceux qui n'ont pas vécu longtemps à Mayotte, que Mayotte, c'est une île, je dirais, des crises à répétition. On parle de 2011, mais n'oubliez pas qu'il y a eu aussi 1993, me semble-t-il, 93, 2011, 2018, à chaque fois, c'est toujours les mêmes problèmes de sécurité. Effectivement, Mayotte aujourd'hui, et que je dirais Mayotte fait partie du monde, et que les défis du monde de demain, c'est l'immigration et le réchauffement climatique. Là-dessus, celui qui n'a pas compris ça, c'est que franchement, il a des difficultés. Et Mayotte, par rapport à notre région, nous apparaissons comme étant une île très riche par rapport à notre PIB. Donc les gens vont converger vers Mayotte. Et moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que d'ici 2050, parce qu'il faut aussi prévoir, gouverner, c'est prévoir. D'ici 2050, l'Afrique aura à peu près 2 milliards 5 d'habitants. Madagascar, 50 millions, et au Comores, 1 million et quelques. Donc, voyez-vous, ce problème migratoire va s'opposer encore demain, et s'opposera encore si, en amont, on n'a pas pris les décisions nécessaires pour pouvoir justement l'endiguer. Et donc, plus il y a de l'immigration, en plus très jeune, parce que les gens vont partir en Europe. Pourquoi? Parce que la richesse, je dirais, aujourd'hui, profite à 10% de la population, c'est-à-dire l'Europe. Donc, les gens vont vouloir aller là où il y a de la richesse. Et Mayotte, aujourd'hui, apparaît comme étant de la richesse. La difficulté de Mayotte aussi, c'est nous avons une démographie exceptionnelle, 4%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 374 km², nous avons une démographie qui dépasse de très loin la Guyane, alors que la Guyane est 10 fois plus grande que Mayotte, même plus grande que la France. Mais d'ailleurs, les chiffres le montrent, ce ne sont pas les Mahoraises qui sont beaucoup plus fécondes, mais ce sont des mères étrangères. Est-ce que vous faites partie de ceux qui appellent à la limitation des naissances? Ben, évidemment, quand on voit un taux de croissance de 4,5%, c'est le taux le plus élevé de France. Et que vous voyez aujourd'hui, Mayotte, après la Réunion, c'est Mayotte qui est l'île la plus peuplée, avec une densité de 2600 habitants au kilomètre carré. Donc, ça veut dire que nous avons une île de meute. Une île de meute, pourquoi? Parce que plus les gens sont serrés, il suffit d'un rien dans un quartier pour que justement le feu soit les étincelles, ou qu'il y ait des étincelles. Il suffit qu'il y ait un différend entre voisins pour que tout de suite on part à l'émeute, parce que nous sommes trop nombreux et que non seulement nous sommes très nombreux,
avec bien sûr l'oisivité, eh ben, il suffit d'une parole. Et que parfois, ça part en vrille, on se pose parfois la question pourquoi. D'accord, on va revenir un peu, resserrer un peu cet entretien. La question tout à l'heure était si vous appelez à la levée des barrages. Votre réponse a été que la sécurité ne se négocie pas. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que réclament, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui sur les barrages, qui persistent, qui réclament l'état d'urgence. Vous soutenez cette revendication ? Écoutez, l'état d'urgence, c'est compliqué à mettre en place. Vous savez, c'est 12 jours. La loi est très claire là-dessus parce que on touche aux libertés fondamentales des individus. Et donc, ça va durer... Lorsque c'est la population qui la réclame. Mais même si la population réclame, il faut aussi être responsable de dire que ça, c'est pas possible et ça, c'est possible. Et c'est notre rôle, nous, en tant que politiques, de leur dire que c'est pas possible. Regardez, quand il y a eu l'état d'urgence sanitaire, tout le monde ici pleurait parce qu'on pouvait pas sortir, parce que nos libertés fondamentales sont touchées. Et donc, l'état d'urgence, je ne sais pas si c'est la solution, mais moi, je pense que il y a des solutions. Et parmi les solutions, vous savez, la France ne serait pas cette puissance maritime s'il n'y avait pas les Outre-mer. Et bizarrement, 87% de la zone économique exclusive, 87% se trouve en Outre-mer. Et il n'y a que 3% qui se retrouvent dans l'Hexagone. Et quand on regarde, les préfectures maritimes se trouvent dans l'Hexagone, là où il n'y a que 3% de la zone d'activité économique et pas dans les Outre-mer. Ici à Mayotte, lorsque il y a un problème en dehors du lagon, il faut que ce soit le préfet de la Réunion qui intervient. Ce qui est incongru, c'est ce qui n'est pas compréhensible. Donc, transformons. Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors ? Transformons, il faut absolument que nous ayons ici une préfecture de la mer. Une préfecture de la mer, ça veut dire que nous avons ici une compétence, ça peut être régional avec la Réunion, mais on peut avoir ici les bateaux sur place pour aller justement, aller plus loin, faire justement ce mur qu'on est en train de nous parler, mais sans cette modification de, je dirais, au lieu que ça soit le FASOI, c'est-à-dire l'armée de terre, on transforme ça en amiral, c'est-à-dire c'est l'armée, la marine qui le fait ici à Mayotte, et vous verrez que les choses changeront, parce que ça a montré l'efficacité au niveau de l'Europe. Alors, le 19 février dernier, les 4 parlementaires mahorais ont été reçus par la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. Mis à part le communiqué envoyé par le ministère, nous ne savons toujours pas vraiment ce qui a été dit durant cette rencontre et surtout pourquoi est-ce que les parlementaires ont été reçus séparément. Mais il n'y avait pas que les parlementaires. Oui, pas que les parlementaires. Il y avait aussi, c'était une réunion qui a été fixée depuis longtemps avec le président du département pour parler des finances. Et puis nous, bien sûr, puisque la ministre venait de prendre, je dirais, son poste rue Odino, il était normal qu'on puisse faire aussi une visite de courtoisie et parler avec elle, expliquer, parce qu'elle est nouvelle. Je ne crois pas qu'elle connaît parfaitement bien les Outre-mer, mais elle apprend. Ce qui fait que, évidemment, on avait été reçus séparément, tout le monde, pour justement une visite de courtoisie. Ah, ce n'était pas pour parler de la situation que vit Mayotte actuellement, si, ces mais blocages. dans cette visite, bien sûr, on a parlé un peu de tout. Et qu'est-ce qui ressort alors par rapport à ces blocages? Est-ce que le gouvernement propose d'autres solutions, peut répondre à cette demande, cet état d'urgence? Alors, la ministre va venir à Mayotte demain. Et demain, vous aurez toute l'occasion de lui poser les questions. Alors, moi, on attendra demain. Alors, en attendant, le démantèlement du camp de migrants à Cavani a repris ce dimanche. Dans son communiqué, la préfecture estime que le maintien des barrages est aujourd'hui, là c'est une citation, est aujourd'hui le principal obstacle à l'accélération du démantèlement du camp et qui continue à asphyxier la vie économique, sociale, sanitaire et sécuritaire de Mayotte. Vous partagez cet avis? C'est à cause des barrages que le démantèlement est j'aime pas trop les chantages. Je privilégie toujours le dialogue qu'au chantage et que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité n'est pas négociable, mais en même temps, on ne peut pas d'un côté demander la sécurité et empêcher, je dirais, les forces de l'ordre de faire leur travail. Parce qu'en mettant des barrages, bien sûr, ça empêche et ça privilégie plutôt les délinquants à œuvrer, je dirais, avec beaucoup de facilité dans les barrages. Nous avons un tissu économique très fragile. Donc, évidemment, si on bloque et qu'on empêche les gens d'aller travailler, demain, c'est sûr que les chefs d'entreprise
vont évidemment demander des compensations. Alors que vous avez vu que le gouvernement vient de décider de faire une économie de 10 milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'on va être impacté ici. Donc, évidemment, je pense que la levée des barrages, ce serait un départ et puis un signal à l'État en disant que nous, on est de bonne volonté. Maintenant, à vous, à l'État, de montrer justement que vous aussi, vous nous écoutez et que vous agissez. Alors, le camp de migrants est le côté visible de ces entrées illégales et massives à Mayotte, mais l'immigration clandestine reste un fléau majeur qui ne trouve toujours pas de remède. Est-ce que aujourd'hui, si le gouvernement arrive à démanteler, va jusqu'au bout de ce démantèlement, on ne nous dira pas, en tout cas l'État ne dira pas aux Mahorais que ça y est, j'ai fait le job et on n'en parle plus? Non. Yasmine, je viens de le dire tout à l'heure, Mayotte fait partie de ce monde. On n'est pas isolé. Et aujourd'hui, Mayotte est connue partout. Vous connaissez le chemin de l'immigration. Il y a un ouvrage qui est écrit par un professeur qui est très, très bon, qui s'appelle Monsieur Stéphane Smith, sur je dirais, les routes de l'immigration. Avant, les gens partaient vers la Libye, vers la Tunisie. Et c'était très compliqué parce qu'ils avaient des conditions très difficiles là-bas, etc. Aujourd'hui, ils ont trouvé un chemin plus court, c'est-à-dire passer par Mayotte. Mais vous croyez que ça va, parce qu'on a démantelé le camp de Cavani, que les choses vont s'estomper? Non. Et d'ailleurs, la réponse du gouvernement pour lutter contre l'immigration clandestine, en tout cas par rapport à la crise sociale actuelle, c'est la suppression du droit du sol et la fin des titres de séjour territorialisés. Mais si on regarde bien, monsieur le sénateur, si ces deux engagements aboutissent, ça aura un impact que sur les Comoriens et non les ressortissants africains. Mais bien évidemment, n'oublions pas que, je le répète à chaque fois, que le Mayotte fait partie de la France. De l'Hexagone, et que la France a signé des conventions avec tous ces pays-là. Il y a des conventions qui sont signées entre ces pays-là, donc la France est obligée d'honorer, je dirais, ses engagements par rapport à ces gens-là. Mais revenons sur ce que vous avez dit, sur justement le droit de sol et les cartes de séjour. N'oubliez pas que la loi Asile-Immigration de 2018 a déjà réduit, mais vraiment d'une manière drastique, l'obtention de la nationalité française. Ici, c'est pas parce que vous êtes né à Mayotte que vous donnez tout de suite, vous devenez français. Ce n'est pas vrai. Et donc, ne faut-il pas, justement... Délivrance de 10 000 titres de séjour en 2022. Oui, mais il faut d'abord faire le bilan. Le problème de ce territoire et le problème que moi je demande à chaque fois à l'État, et donnez-nous des données. Il n'y a pas de données. La plupart du temps, on travaille dans l'improvisation. Il semblerait, il paraît, mais c'est pas comme ça. Monsieur le sénateur, est-ce que quelque part l'État n'encourage pas les entrées massives et illégales des ressortissants africains? Je m'explique. Lorsqu'un ressortissant africain, dès lors qu'il foule le sol français à Mayotte et qu'il dit oralement, je suis demandeur d'asile, le ressortissant africain est tout de suite admis au centre de rétention avant d'être remis en liberté. Le traitement n'est pas le même avec un ressortissant comorien. Aussitôt interpellé en mer ou sur la terre ferme, il est immédiatement interpellé et expulsé. Pourquoi un tel procédé? Pourquoi une telle... Alors, parce qu'il y a des accords peut-être avec les Comores. Et que vous savez que Maria Galanta navigue avec un pavillon comorien. Mais pourquoi croire sur parole un Africain et non un Comorien? Je n'en sais rien. Moi, je vais vous demander peut-être à Madame la ministre demain, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des accords entre la France et tous ces pays-là. Donc, évidemment, la France a l'obligation d'assister quelqu'un qui est menacé chez lui, faire une enquête avant que la personne soit expulsée ou bien à partir en métropole. Concernant les Comoriens, nous savons tous que c'est facile, nous avons une ambassade juste à côté et nous avons les informations. Et c'est beaucoup plus facile d'expulser les Comoriens. Vous n'avez jamais entendu ici que des Comoriens expulsés à Anjouan et à Moroni ont été exterminés. Vous n'avez jamais entendu ça. Donc, ils arrivent là-bas, ils sont chez eux, ils cherchent tout de suite un autre moyen de pouvoir revenir ici. Mais dans un passé encore récent, monsieur le sénateur, on a vu qu'un génocidaire avait été interpellé à Mayotte. Donc, c'est là ma question. Aujourd'hui, on doit croire sur parole une personne qui vient du continent et qui dit « je suis demandeur d'asile, je suis persécuté chez moi ». Alors, vous savez, nous avons d'autres migrants ailleurs.
comment se fait-il que l'Europe a trouvé la solution, justement avec les migrants afghans, irakiens et les autres, et il les stoppe en Turquie. Et à partir de la Turquie, on va faire les enquêtes. Et ceux qui peuvent aller en Europe, ils vont. Ceux qui ne sont déboutés, ils retournent. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, on trouve un État, je ne sais pas lequel, nos voisins, où on peut signer des accords avec eux et que les migrants, avant d'arriver à Mayotte, ou s'ils arrivent à Mayotte, on les met dans un avion, on va dans ce pays-là, on fait comme en Turquie, et puis après, on regarde leur dossier. Ceux qui ont le droit de venir à Mayotte ou d'aller à Métropole, on les fait venir ici. Ceux qui sont déboutés, eh ben on les renvoie là-bas. Mais à Mayotte, toute dernière question, si Natacha le permet, monsieur le sénateur. Si la fin du droit du sol fait débat et certains élus de l'Hexagone souhaitent également en bénéficier, d'autres élus, comme ceux de La Réunion, pointent du doigt la fin des titres de séjour territorialisés en évoquant même le fait d'encourager, un appel d'air, encourager tous ces étrangers à aller vers La Réunion. Avez-vous réellement espoir que vos collègues parlementaires approuveront cette exception mahoraise? Eh bien, écoutez, nous avons fait l'amendement, Tani et moi. Justement, rappelez-vous, sur la loi immigration, nous avons fait cet amendement et qu'il l'a refusé, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui vous l'a d'ailleurs reproché lors de son passage. Tout à fait, mais j'assume. Je suis un homme responsable, j'assume, parce que tout simplement, j'écoute les Mahorais et lorsque je faisais ma campagne, parmi les demandes des Mahorais, c'était la fin des titres de séjour territorialisés. Donc ça a été retiré de la loi immigration Mayotte, c'est pour ça que vous avez voté contre. Exactement. Merci je suis logique avec moi-même. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir été l'invité de ce Zakoudi. La première.